Moi, je viens de banlieue à la base. Je viens de banlieue parisienne. Je viens pas du tout d'un univers. Je viens voilà, j'ai grandi en banlieue, dans des HLM. Enfin, voilà, rien de très passionnant. Et en fait, j'ai toujours eu une capacité un intérêt pour le dessin. Donc, j'ai toujours dessiné petit et c'est ça qui est très particulier parce que moi, j'ai une famille de gens modestes et je suis la seule personne qui pouvait petit à petit potentiellement avoir son bac. Donc, en fait, les gens autour de moi, mes parents, ne voyaient pas ça sous un super bon œil que je fasse du dessin. Et donc, du coup, ben, j'étais plutôt scientifique à la base, mais j'ai toujours continué à faire du dessin, à dessiner sur des sacs US à l'époque de mes potes, les casques de moto, les trucs comme ça. Enfin, ça a vraiment été c'était mon quotidien. Dès que j'avais du temps, je dessinais. Mais c'est ça qui m'a, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et donc, du coup, ça m'a permis effectivement, de me dire que, bah, quelque part, c'est ce que je voulais, en fait, c'est là où je voulais aller. Et pour moi, ça a été une révélation et je me suis dit: «Mais plutôt que de faire comme tout le monde les pochoirs, peindre à la bombe comme ça directement, c'est juste magique». Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre à la bombe, avec ce qu'on appelait le style américain, ce qui était complètement différent de ce que faisaient les autres, artistes ou graffiteurs, à l'époque. Et et puis voilà, il y avait pas de mouvement à l'époque, il y avait personne d'autre qui faisait ça et puis, ben, de fil en aiguille, j'ai commencé, c'était pas terrible à la base, hein, c'était commencé très dur la bombe. Et puis, bah, j'ai commencé à peindre, à faire des murs, qui étaient de moins en moins pourris et puis j'ai rencontré, une personne, puis une autre personne qui peignait comme moi et puis, et le mouvement du hip-hop, à l'époque, est arrivé. Donc, je me suis du punk, j'ai commencé à lorgner un petit peu sur le hip-hop. La musique n'était pas particulièrement quelque chose qui m'intéressait et en fait, ben, j'ai été porté par ces 2 mouvements, le punk et le hip-hop, dans le tout début des années 80. Et et puis voilà, j'ai le cinéma, j'allais de temps en temps au cinéma, mais j'avais pas d'argent du tout, donc les quelques films que j'allais voir, c'était Brasil, c'est des films comme ça parce que voilà, j'avais un pote qui s'occupait d'un cinéma, et du coup, ben, j'allais voir des films de temps en temps, et puis, au début, c'était plutôt des films qui m'intéressaient, qui étaient proches de mes, on va dire, de mes problématiques politiques. Ou j'ai été voir Road Boy, par exemple, qui est un film sur les clashs. Et puis, bon, Brésil, c'est un truc un peu politique aussi. Donc, c'est plutôt ça le cinéma pour moi à l'époque. Et puis un jour, je peignais et j'ai rencontré quelqu'un qui est un vidéaste, réalisateur, qui m'a dit: mais tu viens d'où? Alors on s'est un peu parlé. Lui venait d'Aubervilliers à la base, alors que bon, voilà, et moi je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Et puis il m'a dit: «Bah, viens nous voir, on est en train de monter une boîte de prod». Et j'ai quelques à l'époque, faut savoir, il y avait pas internet, il y avait pas de portable, il y avait pas tout ça, il y avait pas les réseaux sociaux, enfin, c'est plus long, c'est plus compliqué. On avait juste un petit répondeur et on se laissait des messages comme ça, donc la communication était pas la même. Et j'ai attendu quelques temps et puis j'ai fini par aller les voir et c'est oui, j'ai rencontré, l'un des producteurs et cet autre producteur. Ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu écrirais pas une histoire?» Parce que moi, je pensais qu'ils allaient me donner du boulot. En fait, j'étais assez déçu. Ils m'ont dit: «Ah ben non, non, on voudrait que tu t'écrives un film et on et faire un cours, c'est le but de cette prod», ça s'appelait Bandit, la prod, et on voudrait lancer des jeunes, des gens, qui n'ont jamais rien fait, qui viennent de nulle part. Et j'ai créé mon premier court métrage qui s'appelait No Way. J'ai fait des photos, j'ai ramené tout ça à la boîte de prod, ils ont tout retapé, ils ont tout remis au propre. On a laissé ça au CNC, j'avais des photos avec des potes dans le métro, et puis, bah, quelques mois plus tard, j'ai un répondeur sur mon répondeur, j'ai un message sur mon répondeur, à la maison, et on me dit: «On a une bonne nouvelle, vous êtes passé en plénière, au CNC». Donc je savais pas trop ce que ça voulait dire. J'ai appelé tout de suite, la prod. Ils m'ont dit: «Ah, mais c'est génial, ça veut dire que, ben, il manque plus que de passer le dernier, round, et puis, si ça se trouve, on aura le budget pour faire le cours». Bon, moi à l'époque, je peignais beaucoup, hein, je peignais un peu partout, donc c'est vrai que c'était un peu en plus. Et puis, bah, on a fini par avoir, l'aide sélective, pour l'aide au court-métrage, et j'ai dû, en quelques mois, monter une équipe. Donc j'ai rencontré une personne, un comédien qui m'a fait rencontrer une autre personne. Alors la chance à l'époque, c'est que ce comédien, il venait de tourner, Nikita, donc il m'a fait rencontrer Olivier Maufroy, qui est le monteur
de Besson à l'époque, et puis François Gros qui était le mixeur. Donc je me suis retrouvé avec une équipe tout d'un coup, prod et post-prod de fou furieux, parce qu'ils se sont dit ce mec est un peu fou. Et à l'époque, il faisait peu de courts-métrages, mais ils m'ont aidé. J'ai fait mon premier court, on l'a tourné comme on pouvait. Enfin voilà, j'avais jamais tourné de ma vie. J'ai appris vraiment, pas être plus sur le tas. Et puis, ben, j'ai monté ça, c'était en Super 16, monté à la main, c'est-à-dire à pas David à l'époque, on montait, on cutait, machin, ainsi de suite. Il y avait que 3 pistes de son, donc fallait effectivement, voilà, et je faisais tout moi-même, c'est-à-dire j'allais chercher les droits des musiques, j'ai été taper aux portes des maisons de disques comme je connaissais un petit peu. Enfin voilà, c'était vraiment de l'artisanat. Le film a été fini. Je me suis fait interdire au moins de 16 ans, ce qui a été quand même un petit peu un coup. Je me dis, un premier court-métrage interdit au moins de 16 ans, c'est un peu dur. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est en France, des courts-métrages qui ont été interdits au moins de 16 ans, mais bon, j'ai eu cette malchance, enfin cette chance ou cette malchance. Et puis, on a commencé à l'envoyer à des festivals. Puis, j'ai fait un festival, deux festivals, 3 festivals, enfin, ainsi de suite. J'ai gagné un premier prix à Vaux-en-Velin, puis après à Clermont, puis après, enfin, partout. Et j'en ai fait, je crois, 80 avec ce cours qui s'appelait Noé, le cœur du Phénix. Ça m'a pas, très honnêtement, la peinture était pour moi, beaucoup plus intéressante. Donc, du coup, ça m'a pas particulièrement. Je vais toujours au bout des choses. Donc c'est une belle expérience, mais bon, je me suis dit, ce milieu, c'est un milieu de genre assez prétentieux. Je maîtrisais pas les codes. Je galérais déjà à arriver effectivement à m'exprimer. Je suis reparti en fac pour apprendre à réfléchir. J'avais ce complexe de ne pas pouvoir parler correctement comme les gens, de ne pas avoir réussi à organiser mes pensées. Donc, la fac m'a effectivement aidé là-dessus, bien que c'était sans pitié, quoi, parce que ben voilà, on est avec des gens qui sont des intellectuels, et puis en fait, il faut être dans le moule pour la ligne. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Et donc, du coup, le cinéma était une deuxième fois une nouvelle épreuve. Ça a été un peu compliqué, mais bon, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai fait ce premier cours, j'ai fait tous ces festivals. Ça a été très compliqué dans les festivals. Clermont-Ferrand, j'ai failli me faire lourder du festival parce que j'avais eu un prix avant, et ils n'ont pas accepté le fait que j'avais eu un prix une semaine avant Vaux-en-Velin, parce qu'il y avait la fameuse. Donc, ils ont fait pression sur le jury. Enfin, voilà, ça a été très compliqué. J'ai été vraiment très, très, très. Je me suis dit, je viens de banlieue, et en fait, ça ne finit pas de ne pas finir, d'être toujours sur le côté. Déjà que dans la peinture, ça a été compliqué de sortir du graffiti et d'arriver à exposer, de faire des expos un peu partout, d'essayer voilà, d'arriver dans des salons de peinture, enfin, de montrer que la bombe, c'est aussi de la peinture. C'était déjà compliqué. Et puis bah, de l'autre côté, le cinéma est arrivé, et je redoublais, en fait, c'est le cas de le dire. Mais bon, on m'a proposé quelques mois plus tard, à la suite de Noé. Noé, tout le monde connaissait ce film à l'époque. C'est un film vraiment compliqué. Les gens soit l'adoraient et étaient complètement fans, soit le haïssaient. Donc c'est là où je me suis heurté à une autre problématique qui était le public, parce que dans la peinture, en général, tout le monde aime ce que vous faites. Et puis, on m'a demandé de faire un film en atelier, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup d'ateliers avec des mômes en banlieue. Et mon deuxième court-métrage, c'était ça. Et puis de fil en aiguille, Arte a entendu parler de mon premier cours, mon deuxième. Il faisait une série. Comme on avait fait beaucoup de festivals, ben, je commençais à connaître des gens comme Gaspard Noé, comme Yann Kounen, Casso. Enfin, on était toute une bande, on se voyait. On a vraiment commencé en pile au même moment, et nos cours passaient dans le même festival. Et soit l'un avait le prix, soit l'autre. Donc en fait, voilà, on était vraiment tous ensemble. Enfin, on était vraiment on se connaissait plutôt bien. Et puis, ben, Arte a eu cette idée. On a commencé ils sont venus me voir, c'était des plans séquences. Il y avait 10 plans séquences, 10 réalisateurs. Et en fait, c'est génial comme idée. On avait 3 bobines de 35 mm, donc 4 minutes 20, et on devait tourner un plan séquence d'une histoire on avait que 3 bobines, donc 3 essais. Donc c'est un bel exercice pour une école de cinéma en général. Et bah, j'ai fait Forte Tête. Et là, Forte Tête, je suis passé à autre chose encore, parce que le film est passé sur Arte, mais après, il est passé partout, il a été acheté partout, il est passé dans le monde entier aussi. Et puis voilà, et puis j'ai fait un autre cours, puis encore un autre cours, toujours un peu bidouillé, en récupérant les prix des cours que j'avais eu dans les festivals, en les remettant pour tourner d'autres cours, en allant toquer à la porte de gens, en leur
en leur mondial de la pellicule. Enfin voilà, ça se faisait comme ça à l'époque. Hein. J'écrivais plein de trucs, mais voilà. Mais le cinéma, petit à petit, m'est apparu comme quelque chose d'intéressant. Ça a été une curiosité, même si la peinture était mon vrai mode on va dire, c'est ce qui me faisait manger, hein, c'est ce qui me permettait de vivre. Bon, bah voilà, le cinéma, à la base, c'était une autre passion, une nouvelle passion, un nouveau médium. Bon, petit à petit, il m'a fallu du temps, mais moi, j'ai eu l'école du cinéma, ça a été la vie et ça a été de faire des films. J'avais fait un court-métrage qui s'appelait Je ne veux pas être sage, avec des prix caméra, tout ça, qui avait fait aussi pas mal de festivals, aussi interdit aux moins de 16 ans. Et ce court-métrage, un jour, il est passé dans un festival et un réalisateur l'avait vu et avait dit, mais ça, c'est pas un court-métrage, c'est un long-métrage. Olivier, faut que tu arrêtes de faire des courts. Tu n'es plus réalisateur de courts. Il faut que c'est une écriture de quelqu'un qui fait du long-métrage. Donc, je me suis dit, bon, c'est facile à dire, hein, mais il me dit, mais écris avant, écris après, et puis fais 2 autres courts, et ça sera ton premier long, ça sera génial. Moi, j'ai envie de voir le film. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, mais bon, j'en ai parlé, et puis ça met du temps, hein, le temps que ça se décante. On fait pas ça du jour au lendemain. Hein. J'ai envie des gens qui font ça du jour au lendemain. Moi, je suis pas du tout comme ça. J'ai besoin de réfléchir, je viens de me dire, je suis assez timide à la base, donc ça se passe pas du tout comme ça. Hein. J'ai pas été tapé à toutes les portes. C'est dans un festival, j'en ai parlé, j'ai rencontré un producteur qui m'a dit ah, pourquoi pas, et il en a parlé à un autre producteur. C'est remonté aux oreilles de Gaumont. Gaumont m'a dit ah génial comme idée, bon, sauf que Gaumont il faisait pas ce genre de choses. Et puis en fait ils m'ont présenté à TPS à l'époque, qui était une chaîne concurrente de Canal+, et ils cherchaient des films très rapidement à faire et des jeunes réals et ben ils m'ont dit ben voilà ils ont lu un traitement, il n'y a même pas de script. Ils m'ont dit ben génial, on le fait. C'était Emmanuel Lepers qui s'occupait de ça à l'époque, qui est devenue productrice depuis. Lutfer, Lepers et Mouchi, donc c'était 3 personnes qui aujourd'hui voilà, Lutfer est à Canal, je sais plus où il est maintenant, enfin qui ont une autre carrière. Et ils m'ont dit ben allons-y, on veut que tu fasses le long. Et c'est comme ça que j'ai fait Exit, mon premier long métrage. Donc Exit avec très peu d'argent, 600 000 euros et 4 semaines de tournage. Enfin voilà, j'avais pas d'équipe. Enfin, c'était pas la même équipe. Moi, l'équipe avec laquelle je travaillais sur mes cours, l'équipe quand j'ai commencé à en faire, ainsi de suite, qui bossait avec Kassovitz. Donc du coup, il faisait un film avec Kasso à ce moment-là. Donc Mathieu, il avait déjà fait beaucoup d'avance. Il en était à son 8e film. Donc j'ai dû retrouver une équipe et puis faire ce film, voilà, très artisanalement comme j'avais l'habitude. Hein. 4 semaines de tournage, c'est peu. Tourné en 35 mm, j'ai été mendier encore pour récupérer les caméras, de la péloche chez les producteurs qui avaient, enfin, j'avais pas mal de producteurs en fait qui tournaient en 35 et qui avaient beaucoup de chargés et déchargés. Et j'ai fait tout le tour des boîtes de prod pour récupérer ça parce que j'avais très peu de pellicules pour faire le film. Et c'est comme ça que j'ai fait Exit, donc en bricolant et puis ben on a fini voilà, on a monté le film et puis Luc Besson que j'avais rencontré 10 ans plus tôt, avec qui ça s'était pas hyper bien passé parce qu'il m'avait proposé quelque chose qui ne m'intéressait pas, il comprenait pas pourquoi je voulais pas le faire. A entendu parler du film via mon ingénieur du son et puis il lui a montré sans me le dire et donc ils sont revenus un jour avec mon producteur et mon ingénieur du son, un peu pas tous les deux. Ils me disaient ouais, faut qu'on parle d'un truc. Je lui dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il me raconte, on a montré le film à Luc, il adore le film. On a acheté Furax à la base. Et puis après, voilà, on s'est vu avec Luc et c'est comme ça qu'il s'est occupé, c'est-à-dire qu'il a vendu mon premier film, il a vendu à l'international, il a vendu le film en salle, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'Exit est devenu une espèce de film un peu particulier, une espèce de petit événement, de petit ovni. Euh, et ça a été mon premier long métrage. Alors dans toute cette dans ce cheminement qui est pas du tout un exemple, je peux pas dire qu'aujourd'hui à qui que ce soit de faire la même chose parce que euh, c'est impossible. Dans le sens c'est impossible, c'est que moi j'ai tout fait empiriquement. Quand j'ai tout fait empiriquement, j'ai aussi une capacité à mémoriser les images. Quand je dis hors du commun, il n'y a rien de prétentieux, mais je mémorise. Je peux mémoriser des films entiers, des choses comme ça. Donc, c'est aussi des choses qui font que j'ai toujours eu effectivement cette mémoire visuelle et encore aujourd'hui. Donc, du coup, c'est des choses
qui fait que on institue dans sa façon de faire, et puis même dans le faire, dans les choses donc on voit autour de soi. Moi, je suis sur un plateau 2 heures, je sais comment ça fonctionne, je sais qui est qui fait quoi, de quelle façon, ainsi de suite. Donc, c'est la première chose qui fait qu'effectivement, bon, bah, ça a été peut-être plus facile pour ma part. Et ça a été plus facile parce que bah, j'ai eu cette curiosité, cette soif de savoir, mais parce que j'appréciais super, super vite aussi. C'est que j'avais cette chance d'arriver à imprimer systématiquement tout, quoi. Donc, s'il y a des choses que j'aurais pu refaire différemment, euh, aujourd'hui, ça serait prétentieux de ma part de dire que j'ai une frustration, qu'il y a des choses qui sont injustes, voilà. Ça serait prétentieux parce que j'ai une chance, mais monumentale, que j'ai provoquée, certes, hein, mais en fait, j'ai ce sentiment venant de nulle part. J'ai vu, je travaille en ce moment sur un documentaire sur Billy Milligan, qui est en fait un mec avec 24 personnalités, machin, ça va être sur Netflix. Le sujet, c'est assez délirant. Et ça m'a donné l'occasion de voir un paquet de psy aux États-Unis, même en France. J'ai comme la psychiatrie, la psychanalyse, tout le milieu de la neuroscience en France est complètement différent. C'était important d'avoir une vision aussi franco-française, pour une fois. Et j'ai vu un psy qui m'avait dit, que je connais de loin, enfin un petit peu, et il me dit, tu sais, Olivier, quand je te vois, je t'observe et je me dis que tu as, ce qu'on appelle le syndrome du SDF. Donc, je savais même pas que ça existait. Et je dis, c'est quoi? Il me dit, bah, tous ces gens, et j'ai beaucoup de gens en psychanalyse qui sont comme, enfin, beaucoup, j'en ai quelques-uns comme toi, qui sont des gens qui sont devenus des patrons, des gens comme ça, qui viennent de nulle part, qui viennent de banlieue, qui viennent vraiment de la rue, et qui ont peur de retourner à ce d'où ils viennent. Enfin, ça a été tellement de chance, tellement de choses les unes derrière les autres qui se sont passées qu'ils se disent à tout moment ça va s'arrêter. Et je pense que ça a été un de mes moteurs. C'est le fait que je me dise j'ai de la chance jusqu'aujourd'hui, demain ça peut s'arrêter. Et demain je peux tout perdre, ce qui est compliqué hein, et techniquement pas vraiment faisable, mais bon, c'est le truc que j'ai au fond de moi-même. Et ce qui me fait que c'est devenu un moteur et ce qui fait que tous les jours, j'arrive à oublier tous les emmerdes de la veille, c'est-à-dire un problème, quoi que ce soit, je dors dessus et le lendemain, je passe à autre chose. Et c'est l'énergie qui va prendre la place, qui va prendre le pas là-dessus. Et cette énergie, cette curiosité qui fait que ben, tout est de nouveau possible le lendemain. Et ça, c'est vraiment une façon de travailler que j'ai déjà eu dans la peinture, mais que j'ai vraiment développé différemment dans le cinéma à un degré qui m'étonne moi-même parce que je me dis des fois, mais je vois des prises de tête, des films, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emmerdes. Et en fait, il faut savoir le lendemain passer à autre chose parce qu'on sait qu'on va en avoir autant, voire plus. Donc en fait, ça c'est la première chose, mais ça fait que bah, qu'en fait dans sa vie, on est en permanence dans la recherche, on est en permanence dans la mise en question de soi-même, dans la mise en doute de soi-même, même si on sait que l'intuition, la petite chose au fond de vous qui vous dit fais ça ou ne fais pas ça, aura toujours raison. Mais, et c'est là où c'est intéressant, même si cette intuition elle est toujours juste, pour plein de raisons, moi, je me surprends à faire le contraire de mon intuition et de me planter parce que je me dis toujours, mais si aujourd'hui cette intuition me trompait? Et ça peut paraître un peu débile, mais en fait, c'est ça qui fait que systématiquement, je garde en permanence cette pratique critique. C'est la pratique critique que j'ai apprise en fac, que j'ai apprise à toujours être le premier, on va dire, la pire personne qui va analyser et critiquer son propre travail. Et ça, c'est une méthodologie dans sa vie, dans son travail, qu'il faut adapter en permanence. Moi, je suis plus exigeant avec moi-même que je ne le suis avec n'importe quelle autre personne qui travaille autour de moi. Donc, ça veut dire qu'à quel point je peux être exigeant avec les autres, hein, parce que je le suis hyper avec moi. Donc, c'est là où il faut effectivement comprendre que cette mentalité, que cette espèce de machine qu'on crée, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que c'est une psychologie. On ne fait pas du tourisme et on devient metteur en scène. Ça ne se passe pas comme ça. On devient metteur en scène avec le temps, certes, mais on a des capacités, des attitudes. Et après, on ne devient pas metteur en scène qui fait des films qui fonctionnent comme ça. C'est pas que de la chance, c'est aussi le fait que on a
énormément, enfin, on a une intuition qui nous permet d'aller dans tel ou tel, mais on travaille énormément, énormément, et on met en cause et on remet sur on va dire sur le métier, sur l'ouvrage, sur le métier, l'ouvrage à nouveau. C'est-à-dire qu'on on refait, on refait, on refait les choses pour être sûr que ce soit à la perfection. Donc ça, c'est une capacité effectivement qu'on a ou qu'on n'a pas. Faut pas se mentir, hein. On l'a ou on l'a pas. Apprendre à dessiner, tout le monde peut apprendre à dessiner. Tout le monde peut apprendre à faire des films, mais tout le monde ne va pas devenir Michel-Ange ou Da Vinci, Leonardo da Vinci. Tout le monde ne va pas voilà, se retrouver à être Kubrick ou David Lynch. Donc ça, c'est une réalité et c'est une réalité qu'il faut comprendre. On n'est pas tous génies et le truc est que si on arrive à... Il faut que sa propre machine, son propre, sa propre psychologie créatrice, il faut la pousser au maximum de ses capacités pour voir jusqu'où on peut arriver. Et c'est ça qui est compliqué à intégrer et qui fait que moi, je vois beaucoup de gens qui sont très imbus de leur personne, très arrogants. Il n'y a pas de jugement, hein, je m'en fous parce que je ne veux pas bosser avec eux ou quoi que ce soit. Mais je me dis, mais comment ils vont s'en sortir, souvent jeunes, parce que ils ont cette espèce d'impression de savoir. Moi, aujourd'hui, à mon âge, je sais toujours pas. Je sais toujours pas. Quand je fais un film, quand je fais un docu, j'ai pas l'impression de savoir. J'ai pas mal de choses où je me dis, bon, ça va se passer plutôt comme ça. Mais à chaque fois, je doute, je doute. Donc, comment est-ce qu'à 25 ans, 30 ans, 35 ans, on peut être sûr de soi? Ça, c'est un mystère pour moi. Et généralement, ça fonctionne pas. Donc, le doute est vachement bien et fait que c'est la meilleure assurance et ça nous permet effectivement on dit en anglais improve, c'est-à-dire on est véritablement dans le processus où on est en permanence à mettre en cause et à faire cette pratique critique. Ça, c'est une des choses qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas douter de ce que j'ai fait malgré tout, de la globalité, de la chronologie, parce que je me dis, je ne saurais pas reprendre le même chemin. Enfin, ou un chemin différent qui m'amène plus loin. C'est pas vrai, j'y arriverai pas, c'est pas vrai, c'est trop compliqué. Donc, dire aujourd'hui que je peux faire des choses différemment, hélas, je ne pense pas. Je pense que je les ferai exactement de la même façon. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, ben, une carrière comme j'ai pu l'avoir, oui, elle est due à la chance, mais elle est due aussi à comment j'ai pu m'adapter au fil du temps, comment j'ai pu construire au fil du temps, comment j'ai pu observer, réagir, être curieux, avancer, mettre en cause. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est une machine, c'est un truc, c'est en permanence. Jamais être dans le truc où on se dit oui, je viens de faire 400 millions de dollars dans le monde, c'est génial, je vais m'asseoir tranquille et puis je vais faire ce que je veux. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous venez de cartonner, ben, là, vous faites partie d'un club où les gens sont encore plus compliqués, encore plus exigeants. Les gens en face de vous qui sont sur des projets en concurrence avec vous, ben, c'est plus des gens inconnus. Là, ça devient des superstars. Et là, le problème est que et qu'ils n'ont pas les mêmes armes que vous. Et des fois, ils ont des armes qui sont beaucoup plus létales que les vôtres. Donc, en fait, c'est là où il faut comprendre que la bataille, elle n'est jamais terminée. Et c'est pour ça qu'il faut systématiquement, tout le temps et tout le temps, se dire, c'est quoi? Moi, ma plus grande peur et crainte, c'est de ne pas être créatif. C'est demain de plus être créatif. Et plus être créatif, ça passe par être sûr de soi et se dire, voilà, je suis déjà arrivé et j'ai plus besoin de montrer, de prouver quoi que ce soit. Bon, je pense que jusqu'à la fin de mes jours, j'aurai besoin au moins de me prouver à moi-même beaucoup de choses. Et puis deux, la créativité, c'est de se dire, c'est quoi la créativité? C'est la curiosité, c'est tous les éléments constitutifs de notre vie, des expériences, de la façon dont on voit les choses à l'extérieur, on regarde la télévision, on voit des films, on lit. Toutes ces choses-là font une espèce de melting, enfin on les mélange et ça fait qu'on devient créatif. Quand on écrit un script, on va prendre une idée qu'on a vue dans la réalité, dont on a entendu parler 5 ans plus tôt, 10 ans plus tôt, 15 ans plus tôt, 20 ans plus tôt, des choses qu'on a lues, des choses qu'on a... Et c'est ça, c'est d'arriver à faire cette crossoverisation de toutes ces idées. C'est pas lire comme un malade et c'est tout. C'est pas voir des films comme un malade et c'est tout. C'est pas tout ça. C'est un mélange de plein de choses. C'est écouter les choses, sa vie, les gens autour de soi, être curieux et faire qu'effectivement, tous ces éléments, toutes ces réalités,
elles se télescopent, toutes ces réalités, bon, elles viennent avec les autres, et c'est ça qui fait que on va se retrouver petit à petit à effectivement à être dans on va dire, dans une pratique artistique, créatrice, qui est très particulière et qui fait qu'on devient metteur en scène ou qui fait qu'on devient peintre, et ainsi de suite, et qui fait qu'on est différent des autres. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, on n'est pas, on sort pas d'une école et on se dit pas demain, je vais faire ça. C'est pas vrai. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ne décideront pas de ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai jamais décidé de faire de l'action. Mais par contre, si on est quelque part et qu'on apprend quelque chose, il faut tirer le maximum de parti, le maximum, il faut faire les fonds de tiroir au maximum pour effectivement arriver à ce que toutes les informations qu'on vous aura données, que ce soit dans une école, que ce soit sur une expérience professionnelle, sur un film, ainsi de suite. Je vois trop de gens qui arrivent sur les films, les mains dans les poches, ne savent pas quoi faire. Non, ils n'y arriveront jamais, ou ils mettront beaucoup plus de temps que les autres. Il faut bouger son cul à l'instant. Vous avez une chance monumentale de vouloir faire ça, ben, il faut bouger son cul et puis se dire, bon, ben voilà, je vais être celui qui va être le plus intéressé, qui va regarder le plus, qui va observer le plus, qui va. Voilà, et pas avoir de prétention. Moi, quand j'ai fait mes premiers cours, ben, j'en ai pris plein la gueule. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Alors que je me dis, putain, c'est dur. Quand j'ai fait mon premier long, je m'en suis pris plein la gueule. Ça ne m'a pas empêché de continuer. Et bien, les mêmes personnes qui me crachaient dessus et qui crachaient sur mes films à ce moment-là, les ont revus, me voient maintenant et me disent, tu sais, j'ai revu il n'y a pas longtemps Exit, ou j'ai revu La Sirène, ou j'ai revu, voilà, je trouve ça, j'ai loupé le truc parce que pour plein de raisons. Donc, on n'a pas le savoir, mais les autres non plus. Donc, il faut aussi relativiser là-dessus et se dire que tout est une histoire de timing. Et que ce soit dans vos projets, moi j'entends les gens qui disent toujours, oui, j'ai mon long métrage. Moi, je trouve ça hallucinant. Comment est-ce qu'on peut avoir un projet aujourd'hui? Ça veut dire qu'on va être frustré, déçu pendant toute sa vie. Il ne faut pas avoir un projet, il faut en avoir 10, 15, 20, 30. Ça ne veut pas dire qu'on s'éparpille. Ça veut dire qu'une fois qu'on a créé un projet, on essaye, on met toute son énergie dessus. Quand on voit que ça commence à. On en écrit déjà un deuxième parce que ça va déjà aider au premier projet. Ça va aider aussi à ne pas être frustré, ça va aider à ne pas être aigri. Et c'est comme ça aussi qu'on avance. Donc, c'est cette machine qu'il faut mettre en place et c'est beaucoup plus compliqué que ce que vous imaginez. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ben, faites surtout pas comme j'ai fait. Faites comme vous avez envie de faire. Moi, c'est déjà fait, donc je suis pas sûr que vous allez arriver à faire la même chose, quoi. Ça va paraître pas violent, mais je dirais, il n'y a pas de mauvaise école ou il n'y a pas de bonne école. Que vous soyez dans telle ou telle ou telle ou telle école, euh, vous avez un cursus qui va être différent, mais vous n'allez pas sortir, et vous avez aucune chance, plus de chance ou moins de chance. Voilà, il y a des gens qui sont très frustrés parce que ils n'ont pas fait la FEMIS, ils n'ont pas fait Lumière, parce que c'est des écoles phares. Mais ils auraient probablement rien fait dans ces écoles-là et ils sortent de là, ils sont tellement formatés qu'ils finissent nulle part. Donc, il faut relativiser là-dessus. Il faut se dire, chaque école, chaque cursus va être une caisse à outils différente et il faut que vous l'appropriez, il faut que vous alliez chercher toutes les choses, racler tout ce que vous pouvez récupérer. Et c'est ça l'intérêt, c'est le seul intérêt. On va pas faire de vous dans une école un metteur en scène, un monteur, une script. On va vous donner à disposition une trousse à outils qui est la même pour tout le monde. Mais cette trousse à outils-là, il va falloir construire votre personnage, votre machine avec d'une façon différente de votre voisin. Parce que si vous faites la même chose que votre voisin, bah, ça veut dire que vous êtes planté. Ça veut dire que si vous êtes déjà deux à avoir la même façon de faire les choses, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, aller chercher et prendre ces outils, aller chercher la créativité particulière, la plus enfouie que vous pouvez trouver au fond de vous-même, la technicité la plus enfouie que vous pouvez trouver au fond de vous-même. Il y a des gens, ils sont d'excellents monteurs, pour quelles raisons, ou d'excellents coloristes. Alors, ils voulaient être chef-up, puis en fait, ils vont devenir les meilleurs coloristes du monde. Moi, comme exemple, Yvan Lucas. Le mec, il était projectionniste. Il a un CAP de projectionniste. Il vient Yvan Lucas qui étalonne les films de tous les plus grands metteurs en scène au monde et qui habite à Los Angeles et à qui on a donné des coups de pied dans le cul pour qu'il aille là-bas parce qu'il ne parlait pas anglais.
Donc, il ne savait pas comment y aller, il avait peur, ainsi de suite. Bon, ben voilà, aujourd'hui, c'est le plus grand. C'est le plus grand, c'est le plus grand, on peut y aller. Il fait tous les grands films, Tarantino, Scorsese, enfin tout le monde, voilà. Donc, c'est ça la réalité, c'est de se dire, c'est pas parce que chef-op, c'est sexy, que ça, enfin, voilà, que c'est fait pour vous. Il y a vous allez peut-être devenir étalonneur, vous allez peut-être devenir monteur, et c'est ça. Et mieux vaut être. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échelle de valeur dans ce métier. Moi, j'ai rencontré trop de mauvais metteurs en scène qui étaient metteurs en scène parce qu'en fait, pour eux, le Graal, c'était de devenir metteur en scène, alors que c'était d'excellents chefs opérateurs, alors que c'était d'excellents assistants, alors que c'était d'excellents enfin, monteurs, ou voilà. Mais c'est vrai qu'on a cette espèce de rêve de devenir tous metteurs en scène. C'est autre, c'est une vie, c'est une douleur de devenir metteur en scène, c'est une douleur quotidienne. Et tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde n'est pas maso à ce point. Donc je pense qu'il faut être un peu plus. Si on n'a pas cette fibre-là, on la sent pas tout de suite. Bah, il faut peut-être se dire que être un des meilleurs monteurs en France ou au monde, bah, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Et quand je dis c'est déjà pas mal, ça vous donnera l'occasion de travailler avec les plus grands metteurs en scène de la Terre. Et qu'il faut un peu mettre des fois son ego de côté. Et c'est dur de ce que je dis, mais un metteur en scène, il a un ADN très particulier, il a un cheminement très particulier. Et c'est un peu une révélation, un don très particulier qu'il va découvrir, qu'il aura peut-être au sein d'une école, mais qui va découvrir et que vous allez découvrir petit à petit. Et vous allez voir à côté de vous un mec ou une fille qui va raconter les histoires de façon très particulière, et vous allez vous dire, si j'arrivais à le faire, eh ben, c'est peut-être parce que cette personne-là, ben, c'est pas vous, mais cette personne-là est un ou une metteur en scène futur qui va marquer les esprits et l'histoire. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est pas pour ça qu'il faut être dépressif sur le fait que vous allez jamais être chef-op, metteur en scène, ou ainsi de suite. C'est pas grave. Le truc, il est qu'il faut se dire, je vais essayer, je vais aller au bout du truc et je vais aller au bout de mon rêve. Et puis si ce rêve-là, ben, j'y arrive pas, ben, faut peut-être se dire, bon, ben, peut-être que j'ai une capacité autre pour monter, pour devenir étalonneur, pour devenir faire des effets spéciaux, pour voilà. Et c'est ça le cinéma, c'est qu'on a une capacité à s'apercevoir qu'il y a plein d'autres choses qui nous permettent de peut-être de faire le même métier, pas de la même façon, mais le même métier. Metteur en scène, c'est un peu tout le monde pense aujourd'hui, parce que la France est un pays qui permet, avec des guillemets, à tout le monde d'être metteur en scène, c'est-à-dire que n'importe quel comédien, auteur peut devenir metteur en scène, puisqu'en fait, on dit pas que c'est un métier. On a deux conneries à raconter. Bah, je vais faire mon film. Bah, oui, mais tu vas faire comment pour faire... Alors, je suis mal placé pour le dire parce que je l'ai fait. Et moi, j'avais plein de choses à raconter. Et j'ai appris ce métier d'une façon mais, mais, mais artisanale, et de façon comme un artisan. C'est-à-dire que je suis devenu un compagnon du cinéma. J'ai fait le compagnonnage du cinéma. On peut dire que là, aujourd'hui, par les 35 mm de digital, de n'importe, je connais mon métier parfaitement, comme n'importe quel metteur en scène que je rencontre, enfin, de grands metteurs en scène que je peux rencontrer. Donc, c'est ça qui est intéressant, et qu'il faut se dire aussi. C'est-à-dire que c'est pas une attitude, c'est pas une posture à être metteur en scène ou chef opérateur, parce qu'aujourd'hui, chef opérateur, c'est quand même, bah, c'est un peu la même chose. C'est plus que ça, c'est un don qu'on découvre en soi, et c'est quelque chose qui effectivement va petit à petit, comme une révélation, vous arrivez à un moment et vous allez vous dire, bah merde, en fait, voilà, je vais faire un film, et puis ça fonctionne, les gens, ils aiment bien ma façon d'écrire. Et puis, diriger un comédien, on fait comment? C'est aussi ça le truc, la relation humaine avec un comédien. Moi, j'ai plein de gens qui me disent, oui, je vais faire un film, ainsi de suite. Et je leur dis, le casting, c'est qui? Ah, ben, alors, je sais pas. Bah, c'est important de savoir pour qui c'est la personne qui va interpréter. Et comment on va travailler avec le casting? On devrait, effectivement, il faut passer par des masterclass avec des comédiens. Il faut, pourquoi pas, essayer à être comédien soi-même pour voir ce que c'est qu'être comédien. Parce qu'il faut comprendre un comédien et comprendre comment lui parler. Et c'est ça, être metteur en scène. C'est des milliards de choses. On crée des mondes. Donc, il faut que vous disiez à un moment, créer un monde à travers un film, il faut pas que j'oublie un truc. Donc, la technique, c'est top, c'est bien, il faut la connaître parfaitement. Le sujet à écrire, ben, c'est top aussi, et c'est génial parce que j'ai des choses à raconter. Mais comment le rendre à l'image, c'est aussi bien. Et puis surtout, comment communiquer à un comédien et comment faire que ce comédien va se transcender devant une caméra, il va transcender mon idée,
et faire qu'effectivement il va apporter une émotion unique, eh ben ça c'est encore autre chose. Et ça s'apprend aussi. Donc c'est en ça qu'effectivement, bah, vous allez voir que c'est pas simple. Je suis passé par trop d'écoles de cinéma où j'ai fait des interventions où en fait, les comédiens c'était les gens, on va dire, autour. On prenait tout et n'importe qui et on se dit: «Ah bah tiens, toi tu vas faire» et leur court métrage, ben, ou de fin d'études ou pas de fin d'études, ça bah, c'est pas terrible parce que, ben, il y avait pas des comédiens. Je leur dis: «Mais pourquoi vous allez pas» enfin des comédiens, il y en a des milliers en France. Il y a des gens super bons et il y en a plein qui aimeraient rencontrer des jeunes. Et ben, allez, faites l'effort d'aller les voir, d'aller les soudoyer, ce que vous voulez pour qu'ils jouent dans vos films et vous avez des vrais comédiens. Ça paraît hallucinant, mais dans toutes ces écoles, en fait, on n'allait pas chercher ces gens-là. On n'organise pas une espèce de pot commun où il y a plein de comédiens qui donnent leur nom à une base de données, j'en sais rien. Ils n'ont jamais organisé ça parce que, bah, effectivement, ça tombait pas sous le sens. Bah, faites-le et faites qu'effectivement vos films soient interprétés par des gens qui ont une passion, qui ont une technique, qui sont des vrais comédiens et qui fait que, ben, une fois de plus, vous allez apprendre à travailler avec eux, vous allez même faire des connaissances. Moi, mon premier comédien, il avait joué dans Nikita, ben, il a joué dans quasiment tous mes films derrière. Il avait des tout petits rôles, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai appris énormément. Il m'a fait découvrir des parties entières que j'aurais jamais imaginées dans le théâtre, des gens comme Didier Georges Gabili, des comédiens hallucinants. Voilà, des choses que j'aurais jamais été voir moi. Voilà, il a fait une pièce qui s'appelle Violence, qui durait dans sa version longue 11 heures. Bah, imaginez aller voir une pièce 11 heures. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais, mais ça m'a appris aussi. Voici, ça, c'était l'extrême. Et ce que ce metteur en scène exigeait à l'extrême d'un comédien. Ça fait partie de votre culture. Moi, je vois souvent des gens qui vont m'expliquer et qui sont des critiques de cinéma, mais qui ne sont pas des cinéastes. Donc, enfin, faites-moi plaisir, quoi. Arrêtez de critiquer les films, mais faites-les. Quand je dis faites-les, passez par tous les affres de ce que c'est que de faire un film. Comprenez ce que c'est qu'un metteur en scène, contactez les metteurs en scène, voyez avec eux, essayez de comprendre. Et à partir de là, vous allez être un peu plus metteur en scène. J'ai plein de potes qui sont toujours sur leur canapé aujourd'hui et qui ont quasiment mon âge, qui sont capables de vous expliquer, de vous dire quelle est la comédienne ou le comédien qui a joué dans telle série, machin, ainsi de suite, mais qui sont toujours sur leur canapé et qui n'ont pas évolué depuis toutes ces années. Euh, Vraiment, par pitié, ne devenez pas comme eux, quoi. Donc, faites des films, mais ça doit passer voilà, par toutes les étapes et par des étapes qui sont globalement, systématiquement humaines. C'est ça qui est important. C'est bien de voir des milliers de films, mais si vous ne connaissez pas les gens qui ont fait ces films, ça sert à rien.